Bonsoir et bienvenue à votre magazine quotidien de décryptage de l'actualité sur Equinox Télévision, la chaîne du peuple. La session parlementaire du mois de juin vient de s'ouvrir à Yaoundé. Pour certains observateurs de la scène politique nationale, c'est une session qui présente de nombreux enjeux au regard des multiples scandales que connaît le pays aujourd'hui. L'affaire Glencore, où selon les révélations de ce groupe anglo-suisse de négoce, elle aurait versé des pots de vin à hauteur d'environ 7 milliards de francs CFA à des agents de la Société nationale des hydrocarbures et de la Société nationale du raffinage. L'autre sujet sur lequel on attend les députés, c'est celui de Dikolo Bali, ici à Douala, où des habitations ont été démolies et des populations jetées dans la rue à la suite d'un différend foncier qui cache mal des tripatouillages attribués à des élites administratives et politiques, entre autres, visant des sommes importantes d'argent. L'affaire des détournements présumés des fonds Covid ou encore la question des dénonciations faites sur la gestion des fonds alloués à la préparation de la CAN 2019, notamment la construction du complexe sportif d'Olembe, sont toujours attendus au Parlement. La CAN Gate, le Covid Gate, le Dikolo Gate et maintenant le Glencore Gate, autant de scandales pour lesquels les populations attendent une réaction des parlementaires. De nombreux hommes politiques et organisations de la société civile ont exigé l'ouverture d'une enquête parlementaire pour faire la lumière sur ces scandales de corruption et de détournement de fonds publics présumés. Peut-on espérer un sursaut d'orgueil des élus au cours de cette session dans ce Parlement considéré par certains comme une simple chambre d'enregistrement? Le Parlement joue-t-il sa crédibilité en ce mois de juin face à des populations désabusées de plus en plus dubitatives sur sa réelle capacité à remplir sincèrement sa mission de contrôle de l'action gouvernementale? Mesdames, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du Journal du Soir avec JBB. Derrière le journal de Gilles Berthe Bissaï, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief. Mais tout de suite, le thème du jour. Pour analyser cette problématique, session parlementaire du mois de juin, ces dossiers de scandale qui attendent les parlementaires, nous avons convié sur ce plateau ce mardi essentiellement des hommes politiques. J'introduis Jean-François Yenga, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous mes copanélistes ainsi qu'à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes communicant d'IRDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Sur le plateau ce soir également, Guy Laurent Kwam, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir surtout aux centaines de prisonniers politiques qui sont encore dans les geôles de la dictature, et bonsoir à tous les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonsoir aux Camerounais d'ici et d'ailleurs. Guy Laurent Kwam, vous êtes militant d'IMRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est un parti politique de l'opposition au Cameroun. Simon Serge Kakak, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à tous les Camerounais, mais un bonsoir particulier aux nombreux militants de l'Union de population du Cameroun. Vous êtes donc cadre militant de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, le parti historique, le parti nationaliste. Jean-Robert Wafo, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les copanélistes ainsi que à tous les militants du SDF. Vous êtes le ministre du Shadow Cabinet en charge de la communication, de l'information et des médias, et vous êtes conseiller municipal, vous avez été adjoint au maire de Douala 2. Je voudrais commencer avec vous, Jean-Robert Wafo. Une session parlementaire s'ouvre aujourd'hui au Cameroun. Pendant 30 jours, les députés vont travailler à l'hémicycle. Beaucoup considèrent cette session ordinaire comme une session extraordinaire au regard des enjeux, au regard des questions qui pourront être à l'ordre du jour. Le Cameroun fait face depuis quelques temps maintenant à de multiples scandales que nous avons évoqués. Le scandale de corruption présumée impliquant un certain nombre d'agents des administrations de la SNH et de la Sonara. Il y a également la question concernant les destructions à Dikolo Bali ici à Douala, où
de nombreuses personnalités, des élites politiques, administratives et même traditionnelles auraient perçu d'importantes sommes d'argent dans le cadre de cette opération qui, sur le plan judiciaire ou sur le plan social, pose quand même un certain nombre de problèmes. C'est une question qui est sur la sellette depuis plusieurs semaines maintenant. Peut-être pas besoin de revenir sur ce qu'on a appelé ici le Covid-Gate, où la Chambre des comptes de la Cour suprême a rendu public un rapport faisant état de ce que des fonds avaient été manipulés de façon très peu orthodoxe par un certain nombre de personnalités. On ne va pas revenir sur la question du complexe sportif d'Olembe ou encore la crise anglophone qui a connu un autre épisode cette semaine avec notamment la question de la libération de la sénatrice Regina Mundi. Alors, est-ce que vous êtes de ceux qui estiment que les parlementaires pour cette session de juin sont véritablement espionnés, sinon regardés d'une certaine façon, d'une façon particulière par les populations aujourd'hui? Non, mais je vais d'abord dire une chose. Dans un pays normal, compte tenu de la densité des problèmes que nous avons, je suis de ceux qui pensent qu'il faut revoir, n'est-ce pas, les sessions au Parlement. Parce que, voyez-vous, dans d'autres pays, le cas de la France que nous citons bien, que nous avons, que c'est un bien cité, le Parlement se réunit régulièrement, c'est-à-dire en semaine. Dès qu'il y a un problème qui se pose, le Parlement se réunit. Alors, tous ces problèmes que vous avez cités, Covid-Gate, Can-Gate, etc., il y a eu plusieurs sessions où on aurait pu en débattre. Bon, si on prend donc le cas de Dicolo-Gate, normalement, si le Parlement se réunissait régulièrement, chaque fois qu'un problème se pose, généralement, c'est, bon, en France, je crois que c'est les mercredis, ou c'est les mardis, ou c'est les mercredis, chaque mercredi ou bien bon mardi, ce que l'affaire Dicolo serait déjà, c'est-à-dire qu'un débat à l'Assemblée nationale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà maintenant. C'est vrai que la Constitution du 10 juin 1996 prévoit également la convocation des sessions extraordinaires. Tout à fait. En dehors des sessions ordinaires de mars, de juin et de novembre. Oui, mais vous n'allez pas quand même me dire qu'on va convoquer les sessions extraordinaires chaque fois. C'est-à-dire, puisqu'on a une fréquence d'un ou deux problèmes par mois, donc c'est pas chaque mois qu'on va dire tel problème. Si le Parlement se réunit régulièrement, comme ça se passe dans d'autres pays, parce que voyez-vous, on a des parlementaires, regardez, c'est une session ordinaire qui dure 30 jours, n'est-ce pas? Et ils ont trois sessions par mois. Ils ont mars qui est consacré à l'examen, n'est-ce pas, donc au vote du bureau et puis certaines lois que bon, on peut faire passer. Il y a juin qui arrive là, qui vient de commencer, et puis il y a novembre qui est traditionnellement budgétaire. Entre-temps, s'il y a un problème, s'il y a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'il y a la possibilité de convoquer une session extraordinaire. Mais sauf que j'aurais souhaité qu'on le fasse pour des questions sérieuses. On l'a fait quand on ne l'a pas fait pour le cas de la Covid. Demandez-moi pourquoi. Alors qu'on a vu toute une chambre des comptes composée de magistrats de qualité. Le nom qui me revient, c'est le président de cette chambre de comptes, Yap Abdou. On a vu, c'est-à-dire qu'il y a eu l'affaire, n'est-ce pas, de la Can-Gate. On parle de plus de 3 000 milliards de francs CFA. On n'a rien fait. J'espère. Vous croyez que c'est pour d'autres cas qu'on va convoquer? Tant que l'exécutif, il faut que les gens le sachent, tant que l'exécutif, c'est-à-dire refuse qu'il y ait une session extraordinaire du Parlement, il n'y en aura pas. Il faut que ce soit clair, le législatif est inféodé à l'exécutif. Vous allez voir, par exemple, le budget. Le président de la République a signé une ordonnance portant loi de finances rectificative. Pourtant, c'est un budget qui, n'est-ce pas, avait déjà fait l'objet de contestation de la part des partis politiques de l'opposition. Et même quand il y a eu le mouvement OTS, les gens ont appelé, le SD, par exemple, par la voix de Jean-Michel Nicha, a appelé à la nécessité de mettre sur pied, donc de proposer au Parlement une loi de finances rectificative qui tienne compte, n'est-ce pas, non seulement de la crise ukrainienne, mais également du mouvement OTS. Là, je sais qu'on peut dire que la SDF a été écoutée.
puisque justement, l'une des raisons évoquées par les parlementaires ou par les tenants du pouvoir pour justifier ce collectif budgétaire, c'est justement qu'il y a eu un mouvement OTS avec les engagements pris par le président de la République d'apurer un certain nombre de dettes, et il fallait donc faire ce collectif budgétaire. Le président a pris ces mesures, j'ai dit, elles sont salutaires, quoique insuffisantes. Il a pris ces mesures avant la session de mars. Oui. Donc on aurait pu, n'est-ce pas, très rapidement, parce que quand je regarde le contenu de cette loi de finances rectificative, on n'a pas besoin de plus de 2 semaines pour le faire. C'est pour ça que je dis, j'ai l'impression qu'il y en a qui font des cartes faibles pour que les choses avancent dans ce pays. Jean-François Enga, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que toutes ces questions qui préoccupent la nation aujourd'hui devraient être évoquées par les parlementaires au cours de cette session de juin qui commence? Merci Duval de me passer la parole. Permettez que je fasse quand même un retour pédalage sur M. Jean-Robert Wafo, dont je constate qu'il maîtrise mal le sujet parce qu'il va du coq à l'âne. Je crois que nous devions quand même parler des problèmes qui mènent le Cameroun, vous voyez, que de parler du rallongement, de l'ordonnancement du chef de l'État où lui va. Moi, j'ai trouvé qu'il n'a pas compris la question. Monsieur Wafo, vous êtes conseiller comme moi. Est-ce que vous connaissez le coût d'une session parlementaire convoquée? Quand vous prétendez qu'on doit convoquer les sessions chaque semaine, vous savez ce que ça peut coûter à l'État du Cameroun? Ils ont un budget. C'est donc pour cela qu'il existe, Duval a bien fait de vous expliquer qu'il y a les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires. Ça, c'est pour des questions qui fâchent qu'on fait convoquer les sessions extraordinaires. Mais, monsieur Duval, pour revenir à votre question maintenant... Il peut t'en donner des leçons. Oui, monsieur Jean, les députés ont un salaire. Non, vous êtes de mauvaise foi. Mensuel. Oui, bien qu'ils ont les salaires, la convocation, les papiers, même qu'on fasse des photocopies des invitations et tout, ça coûte extrêmement cher. Oui, quand il faut faire convoquer chaque semaine, c'est pas si vous savez de l'Assemblée nationale. De toutes les façons, moi je vais répondre à la question. Très bien. Je vais répondre à la question de monsieur Duval. Monsieur Duval, vous m'avez convoqué ici au sujet des questions qui fâchent la République, entre autres Dicolo et autres, vous avez parlé. Je voudrais dire que nous ne faisons pas un distinguo entre les 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. La plupart des questions que vous avez évoquées là, ce sont des questions qui émanent du ressort du pouvoir judiciaire. Vous comprenez? Les députés ont beaucoup à faire à l'Assemblée nationale actuellement. Les millions de Camerounais ont donné le pouvoir au chef de l'État. Le panier de la ménagère va mal actuellement par rapport aux problèmes ukrainiens et à de nombreux problèmes. Le chef de l'État a envoyé une ordonnance là-bas. C'est ça qui va préoccuper les députés de la nation. L'ordonnance a rapport avec le collectif budgétaire, c'est ça? Les députés de la nation ne sont pas là présentement pour parler des problèmes qui sont du ressort du pouvoir judiciaire. Vous comprenez? Nous avons beaucoup de choses à régler au niveau de l'Assemblée nationale actuellement. Et les députés, vous savez bien leur mission, légiférer et contrôler l'action gouvernementale. Jean-François, oui. Lorsqu'on parcourt la constitution du Cameroun, celle du 10 juin 1996, amendée en 2008, on peut lire en ce qui concerne le chapitre sur le pouvoir législatif, sur les missions du Parlement, qu'il s'agit, de légiférer et de 2, de contrôler l'action du gouvernement à travers des questions orales ou écrites ou des enquêtes parlementaires. Oui, orales ou écrites aux membres du gouvernement, et il s'arrête là. Non, à travers des enquêtes parlementaires. Oui, à travers des enquêtes parlementaires. Oui. Bon, alors maintenant on a par exemple l'honorable Joshua aussi, qui est vice-président du Social Democratic Front, qui a saisi la Chambre basse du Parlement pour exiger l'ouverture d'une enquête parlementaire. Est-ce que ce n'est pas une question qui est adressée au Parlement et pour lesquelles personne ne refuse ça aux députés de la nation. Okay. Sauf que quand vous parlez de sursaut d'orgueil, moi j'ai comme impression que le mot sursaut d'orgueil renvoie à une révolte. Vous comprenez? Parce que moi je ne comprends pas le sursaut d'orgueil. Alors, je vous explique peut-être que ça va permettre. Est-ce qu'ils vont prendre les armes? Est-ce qu'ils vont sortir de l'hémicycle? Je voudrais que vous m'expliquiez. Parce que je sais que l'action s'arrête au niveau
au niveau des questions orales et parfois écrites, n'est-ce pas? Bon, quand vous parlez donc de sursaut d'orgueil, je ne sais pas jusqu'où vous voulez parler. Je vous explique sursaut d'orgueil, puisque c'est moi qui ai utilisé. Oui, vous avez écrit. Alors, je parle de sursaut d'orgueil parce que on a bien observé que depuis que le Parlement existe, en tout cas depuis le retour au multipartisme, je crois, la seule fois où une demande d'enquête parlementaire a prospéré au Cameroun, c'était à l'occasion du Mounchi Pouget. Depuis lors, chaque fois que des députés, notamment de l'opposition, ont saisi la Chambre basse du Parlement pour des questions fortes demandant une enquête parlementaire, cela n'a jamais prospéré. Le texte ou la demande arrive à l'Assemblée nationale, tombe à la commission des résolutions et des pétitions, où on examine, et très souvent, c'est là que tous les textes sont enterrés. Or, il y a 1001 questions qui auraient été, qui de bon temps auraient normalement été, qui devraient être examinées par le Parlement, et ce n'est pas le cas. Et la question donc c'est, est-ce que cette fois-ci, au moins, on pourrait observer un sursaut d'orgueil de la part des députés qui pourraient donc faire tomber ces tabous-là et se saisir de ces questions importantes qui préoccupent la nation? Moi, je crois que la seule question la plus importante qui préoccupe la nation, là, c'est l'affaire Dikolo. Le reste, là, c'est des commentaires. C'est-à-dire que telle personne a dit avoir donné l'argent à telle. Vous comprenez? Tout ça, c'est des commentaires. Nous n'avons pas des pièces probantes. Je vous dis, Duval, le problème du Camerounais et du Cameroun, c'est parce que nous nous intéressons aux ondits. Nous ne nous intéressons pas à faire le travail. Je vous dis actuellement, le panier de la ménagère ne s'en sort pas. Ça, voilà le problème du Camerounais. Les autres problèmes là, Glencore a dit avoir donné ceci, ça c'est du commérage. Au RDPC, nous ne commentons pas les commentaires. Que Glencore vienne avec les pièces justificatif. Mais Glencore n'a pas venu avec les pièces. Ça veut dire que pour le moment, vous êtes journaliste. Vous savez que donner l'information et vérifier l'information et donner l'information, nous ne pouvons pas venir sur un plateau parler de Glencore et autres. Je crois que le problème qui est un véritable problème ici, c'est le problème de Dikolo, et le gouverneur du littoral s'en est déjà saisi. Alors, est-ce qu'on pourrait attendre donc que cette affaire Dikolo soit analysée au cours de cette session parlementaire? C'est votre souhait? On pouvait, ça c'est notre souhait. Okay. Sauf que le gouverneur, sinon on aura, il y aura confusion, parce que le gouverneur en a pris sur lui, il y aura peut-être double emploi comme vous le dites, le gouverneur en a pris sur lui de gérer ce problème. À quoi bon donc les députés vont encore aller parler de ça à l'Assemblée nationale? Je crois que les députés ont mieux à faire, c'est-à-dire examiner l'ordonnance du chef de l'État. Okay. C'est par là qu'ils peuvent permettre au chef de l'État de faire ce que les millions de Camerounais lui ont demandé de faire. Alors, Guy Laurent Kwame, est-ce que vous partagez l'avis de Jean-François Inga qui estime qu'on ne doit pas occuper les députés avec des questions de bas étage? Ce qui préoccupe la nation aujourd'hui et qui doit être sur la table des députés, c'est l'analyse ou, si vous voulez, l'adoption ou la validation de l'ordonnance du chef de l'État sur le collectif budgétaire. Et que pour les autres questions, bon, c'est peut-être pas pipi de chat, mais au moins c'est des questions qui peuvent être réglées autrement sans forcément passer par le Parlement. C'est votre avis? Je crois que vous avez été très généreux avec le représentant du RDPC. Vous avez un peu enjolivé son intervention. Parce que, voulant donner des leçons à M. Jean-Robert Mouafo, je crois qu'il a dit des choses terriblement inconsistantes. Je voudrais dire, pour que les Camerounais nous comprennent, quand on est à la télévision, on parle à des millions de Camerounais et on a une certaine obligation pédagogique que les Camerounais comprennent. La question qui est mise sur la table aujourd'hui, c'est la question du contrôle, des différents types de contrôle parlementaire. Et l'article 14 alinéa 2 de la Constitution nous dit que le rôle du Parlement, c'est de légiférer et de contrôler l'action gouvernementale. Comment est-ce qu'on contrôle l'action gouvernementale? Il y a deux types de contrôle. Monsieur Jean-Robert Mouafo en a parlé, mais peut-être pas en des termes didactiques. Il y a un contrôle qui est quotidien, ce que vous avez appelé les questions orales et les questions écrites. En général, d'ailleurs, il faut le dire, les questions écrites arrivent très souvent quand les questions orales n'ont pas pu passer. Et là, le député peut se dire, bon, j'écris et j'envoie. Quand ils ne sont pas entendus avec ceux qui gèrent. Ça, on le sait. Avec le bureau. Vous le saviez, mais vous ne l'aviez pas dit. Les Camerounais, vous écoutez, vous avez tout dit sans dire l'essentiel. Donc, laissez-moi terminer maintenant pour que les Camerounais écoutent. J'ai rien dit quand vous avez parlé, c'est vous. Non, vous avez dit. Bon, allez-y, Guillaume. Donc, ensuite, il y a un contrôle parlementaire proprement dit, que vous avez évoqué en parlant des contrôles des commissions d'enquête parlementaire. Mais il y a deux types de commissions.
À l'Assemblée nationale, vous avez des commissions spécialisées. C'est-à-dire que vous aurez une commission des finances, une commission de l'environnement, de différents types. Très souvent, ça correspond à un certain type de ministère. Et donc, ce contrôle-là... Il y en a 9, exactement. Voilà, donc, ce contrôle presque classique permet aux députés de contrôler l'action de chaque ministère et de spécialiser le député. Et vous aurez des députés qui parlent de manière très, affinée, voilà, si vous voulez, merci pour l'expression, de la question des finances. Parce qu'il est régulièrement au contact des dossiers qui concernent ce ministère. Maintenant, vous avez le contrôle, les commissions d'enquête qui arrivent très souvent quand on a des scandales. Et c'est ce qui concerne l'émission de ce soir. Quand nous sommes dans un pays avec autant de crises, on se demande quel est le rôle que doit jouer le Parlement. Comment est-ce que le Parlement doit interpeller le gouvernement sur ces questions afin de trouver des solutions. Et il faut d'ailleurs le dire, en général, ce n'est pas le gouvernement qui, si vous voulez, projette la vie d'une nation. C'est le Parlement. Et le gouvernement exécute. C'est pour ça que vous avez 3 types de pouvoirs. Vous avez le pouvoir législatif qui fait la loi, qui indique un peu la direction, le sens, et le pouvoir exécutif qui est censé exécuter. Mais dans notre pays, le pouvoir exécutif est devenu celui qui impose au Parlement. Par les propositions de loi qu'on lui envoie. Donc, l'exécutif se retrouve à jouer à la fois le rôle du Parlement et pratiquement jamais son propre rôle, puisque en ce qui concerne les questions même de gestion de l'État, l'exécutif camerounais est à côté de la plaque. Regardez comment dans un pays, on peut avoir autant de sujets qui doivent passer en commission d'enquête parlementaire. La vie chère. Pourquoi est-ce qu'on a la vie chère? Que fait le gouvernement pour que la vie soit chère et qu'un membre du RDPC nous dise que c'est parce qu'il y a la guerre en Ukraine que le panier de la ménagère souffre un peu. Si on avait cultivé le blé ici, on aurait un problème avec le panier de la ménagère. Si on avait, si nos parents étaient exactement dans des plans entrepreneuriaux sur le plan agricole, on aurait faim? Je ne crois pas. Vous avez l'affaire Glencore. Le représentant du RDPC nous dit non, ça ne nous intéresse pas, c'est la question du Congo. Ça. Nous sommes sur une question qui a été... un dossier qui a été envoyé, je ne sais pas s'il a été envoyé au Cameroun, mais qui a été évoqué par l'administration judiciaire américaine. Et vous avez quand même quelqu'un qui vous dit que c'est une histoire de Congo-ça. Donc les États-Unis d'Amérique font le Congo-ça sur le Cameroun. Où sont les preuves? Vous avez des contrats avec les Chinois. C'est des contrats qui sont clairs, mais qui sont léoniens pour nous. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'intérêt des populations camerounaises n'a absolument pas été... Vous faites allusion à l'affaire Sinostream. Oui, bien sûr, le scandale minier. Sur le fer de la lobée. Ouais. Vous avez des batailles ouvertes pour le pouvoir. Bon, le MRC a prévenu les Camerounais il y a plusieurs années sur cette affaire du gré à gré. Le grand frère Jean-Robert Wafo, on l'entendait déjà parler du grand soir. Lui parlait en termes de moment. C'est-à-dire qu'il y aura un moment dans ce pays où les choses vont se passer, où chaque Camerounais se rendra compte qu'il n'y a pas de gouvernail. Et vous avez donc aujourd'hui la grande question des hautes instructions. Ça veut dire qu'on se demande en réalité qui nous gouverne. Parce qu'on a des documents administratifs qui circulent partout et on vous dit toujours sur haute instruction. Et c'est devenu carrément classique. Donc, nous sommes dans une situation où le RDPC est tellement frileux que vous-même, vous avez utilisé une expression tellement banale aujourd'hui. Vous avez parlé des députés. Est-ce qu'ils auront un sursaut d'orgueil? L'orgueil a sursauté sur son siège. Parce qu'il vous dit, mais quand vous parlez des questions de sursaut d'orgueil, vous parlez de quoi? Vous parlez de la guerre, vous allez vous parler de quoi? Est-ce que vous imaginez que sur toutes les questions que je viens d'évoquer, je parle également du fonds Covid, de la Covid-Gate, je parle de la Cannes, des questions sur lesquelles des Camerounais simplement ont manifesté pacifiquement et sont en train de se retrouver en prison pour d'autres 7 ans pour avoir manifesté pacifiquement, pour avoir demandé en tant que citoyen des comptes sur l'affaire de Covid-Gate et de la Cannes-Gate et bien d'autres. Il n'y a pas eu de demande, on n'a pas vu les députés se déranger de manière efficace comme cela devrait se passer. Mais est-ce que vous vous rendez compte, je vais chuter par là, si les gars n'ont rien dit sur la crise du Nozo, qui en fait est la plus grave crise que nous vivons depuis longtemps et que les gens veulent faire passer aux oubliettes, si vous vous rendez compte que l'Assemblée nationale camerounaise n'en a pas parlé, ils vont parler des autres sujets que vous évoquez. Ça va craindre. Donc il faut se poser la question sérieusement de savoir à quoi nous sert cette Assemblée nationale. Probablement, on peut annuler l'Assemblée nationale au Cameroun, que le pays ne changerait rien dans sa marche. Maître Simon-Serge Kakak, c'est vrai que il y a une guerre dans le Nozo, il y a une crise dans le nord-ouest et le sud-ouest qui dure depuis 6 ans
il y a une guerre dans cette partie du pays depuis 5 ans avec des milliers de morts et sur le plan économique, les dégâts sont importants. Je crois que tout le monde sait qu'aujourd'hui, cette zone est présentée comme étant économiquement sinistrée. Oui. Mais on a bien vu que depuis lors, la question n'a jamais été évoquée au Parlement. Il y a un député qui a tenté de soulever la question, l'honorable Joseph Urba. On sait qu'il est aujourd'hui en exil. Mais on a peut-être un espoir qu'avec récemment l'arrestation, la prise en otage et la libération d'un parlementaire, notamment l'honorable Regina Mundi, sénatrice du Nord-Ouest, peut-être que cela pourrait faire bouger les lignes, surtout que après sa libération, elle a été reçue à Yaoundé au premier ministère et par un certain nombre de responsables au sein du Sérail. Beaucoup estiment que le moment est venu, avec les déclarations qu'elle a faites, parce qu'elle dit qu'elle a vu une guerre, une vraie guerre de ses yeux. Les gens estiment que peut-être le moment est venu de poser effectivement cette question sur la table pour analyse à l'Assemblée nationale, de même que toutes les autres questions qui préoccupent la nation. C'est votre avis? Duval, avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous faire observer que chaque fois qu'on a annoncé la tenue d'une session parlementaire, que ce soit une session du Sénat ou de l'Assemblée nationale, moi je suis choqué. Je suis profondément choqué parce que j'estime que c'est des sessions presque exclusivement budgétivores. Parce que c'est une n'apporte rien au Cameroun. Duval, lorsque vous revenez sur l'histoire parlementaire de notre pays, le Cameroun a connu ce qu'on avait appelé à l'époque l'Assemblée représentative. L'ARCAM. Le Cameroun a connu ce qu'on a appelé l'Assemblée territoriale en 1953. Le Cameroun a connu l'Assemblée législative en 1957. Donc, si vous prenez de 1957 à 2022, dites-moi quel problème a été résolu par l'Assemblée nationale au Cameroun. Aucun. Cela veut dire que nous avons affaire à des élus qui ont de la peine à savoir même ce pourquoi ils ont été élus et à connaître même l'étendue de leur pouvoir. Lorsque vous lisez Duval, c'est très important, mon cher ami. Lorsque nous parlons de ce problème, c'est un problème très sérieux pour le Cameroun. Lorsque vous prenez la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, c'est cette loi qui fait office de Constitution du Cameroun aujourd'hui. Je vous invite à lire 4 dispositions qui vont vous permettre de comprendre l'étendue et l'importance des pouvoirs accordés aux députés, enfin aux parlementaires en général. Lorsque vous prenez, je pense, l'article 2, on vous dit la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement et par voie de référendum. Soit du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie référendaire. Non, soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie réglementaire. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parlementaires sont mis au même niveau que le président de la République. Absolument. Du point de vue des pouvoirs que la Constitution leur confère. Première chose. Lorsque vous lisez l'article 14 de la même loi, c'est cette disposition qui vous dit en son alinéa 2 que le Parlement a une double mission. D'une part, légiférer, ça veut dire voter les lois, et d'autre part, contrôler l'action du gouvernement. Mais il y a même une troisième mission qui s'est ajoutée dans la pratique. C'est en réalité la contribution que les parlementaires doivent apporter à l'amélioration du bien-être des citoyens camerounais. C'est pour ça qu'on leur donne les fameux 8 millions annuels. On leur donne souvent 8 millions qu'on donne pour les micro-projets. C'est en réalité de l'argent qu'on leur donne pour prendre soin des populations. Malheureusement, si vous menez une enquête là-dessus, vous allez voir que ces 8 millions à 90% prennent souvent une autre direction. Maintenant, lorsque vous allez à l'article 25 de la Constitution, on vous dit l'initiative des lois
appartiennent concurremment au président de la République et à l'Assemblée, au parlementaire. Et maintenant, lorsque vous allez par exemple à l'article 26 de la même loi, où on vous définit les matières qui relèvent du domaine de la loi, vous allez voir que toutes les grandes questions sociales sont du ressort de la loi. Et c'est justement pour ça que, pour que le président de la République, qui est prépondérant dans notre pays, pour qu'il intervienne dans le domaine de la loi, il négocie avec les parlementaires ce qu'on appelle une loi d'habilitation qui nous permet de prendre les ordonnances. Alors maintenant, maître... Non, je vous dis ceci. Non, c'est très important. Oui. Je donne d'abord tous ces détails pour que les gens comprennent l'importance des pouvoirs. Ces députés-là comprennent. Ce qui m'amène donc à poser la question de savoir pourquoi est-ce que ces députés n'exercent pas ce pouvoir législatif. C'est ça la c'est ça dont le problème. Voilà. C'est des gens qui, une fois élus, se sont toujours mis dans la posture, j'allais dire, des accompagnateurs de l'exécutif. Mais c'est pour ça, justement, que nous autres, nous trouvons profondément déplorable que depuis que le Cameroun a commencé à connaître une vraie assemblée, ça veut dire en 1957, aucune proposition de loi n'a prospéré au Cameroun. Toutes les lois, tous les textes de loi que nous avons au Cameroun sont, j'allais dire, la résultante des projets de loi. Ça veut dire, c'est des textes qui sont initiés par le gouvernement. Par l'exécutif, oui. C'est très grave. Alors, c'est pour ça que je dis, nous disons souvent que l'occasion fait le larron. Vous comprenez? Nous pensons que, vu le contexte dans lequel nous nous trouvons en ce moment au Cameroun, parce que le climat socio-politique et économique est tellement délétère qu'un Camerounais dit de ce nom, pour le peu qu'il ait un minimum de pouvoir, est obligé de réagir. Nous osons espérer que cette fois-ci, nos élus vont enfin saisir le taureau par les cornes en posant les vrais problèmes. Mais regardez ces camarades et parlez aux députés qui vous écoutent. Non, c'est la vérité. Moi, je pense que le moment est venu pour que ces députés, ces élus à qui les Camerounais ont fait confiance, parce qu'il faut que les députés sachent qu'il n'est pas élu, il n'est pas nommé par le gouvernement. Ils ont mérité la confiance du peuple camerounais qui leur a conféré l'exercice de leur souveraineté. Ils doivent donc saisir le taureau par les cornes maintenant pour commencer à poser les vrais problèmes du Cameroun. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a tellement de questions. Il y a tellement de questions qui mettent à mal notre vivre ensemble, qui mettent à mal la paix sociale au Cameroun. Absolument. Vous comprenez? Il faut que les députés invitent les membres du gouvernement concernés par ces questions de venir leur expliquer ce qui se passe. Parce que là, jusque-là, les choses vont tellement mal que si les députés, si les élus qui méritent, qui ont eu la confiance du peuple, ne prennent pas leurs responsabilités, il va de soi que la situation va aller de mal en pire. Alors, Jean-Robert Wafo, il y a pourtant des députés qui se sont distingués dans l'exercice, dans la pratique parlementaire, bien qu'on ait eu une Assemblée nationale, selon Maître Kaka, qui jusqu'ici n'a pas encore pris la mesure des pouvoirs qui sont les siens. On a quand même certains députés qui, j'ai envie de dire, ont montré le chemin. On se souvient du député RDPC, Martin Oyono, je crois, qui, au cours d'une session parlementaire, avait pratiquement bloqué un projet de loi qui visait l'immunité des ministres. C'était pendant l'adoption, je crois, du code de procédure pénale, au point où l'affaire a fait grand bruit au Parlement et les députés ou ceux qui avaient proposé cette loi ont été obligés de faire machine arrière. On a l'honorable Joseph Urba qui a pris son courage à deux mains, qui a évoqué cette question au Parlement, et monsieur lui il en exil. On se souvient également du sénateur du Sud-Ouest, le patriarche qui est décédé il y a quelque temps maintenant, Chief Mokete, qui a évoqué également cette question au Parlement et qui à l'époque d'ailleurs avait frappé son bâton au point où cela avait attiré l'attention d'un certain nombre de personnes. Et je ne veux pas revenir sur le cas de l'honorable Jean-Michel Nithieu, qui, lorsque l'occasion se présente, ne manque pas d'attirer l'attention des pouvoirs publics, des membres du gouvernement sur un certain nombre de questions qui préoccupent la nation. Il y a donc quand même des balises qui sont posées par certains. Maintenant, qu'est-ce qui manque pour que cela prenne effectivement corps, pour qu'on voit des députés se saisir de leur pouvoir et de prendre à bras le corps un certain nombre de préoccupations qui sont celles du peuple quotidien? Ce qui manque, c'est les élections transparentes. Parce que quand vous êtes député, que vous êtes conscient, que vous représentez, n'est-ce pas, votre circonscription, parce que il ne faut pas oublier une chose. Le député, c'est-à-dire que le député représente, puisque vous avez fait allusion à la Constitution, représente
la nation. Mais il y en a parce qu'ils savent que les élections, en fait, c'est des nominations. Ils savent qu'ils ont été nommés parce que le diktat est venu de haut. On a dit au préfet, au sous-préfet, faites tout pour qu'ils passent. Ils savent qu'ils n'ont pas de compte à rendre au peuple, ils ont plutôt donc des comptes à rendre à ceux qui les ont nommés. Ils sont donc redevables. Ils leur sont redevables, non au peuple, mais à ceux qui les ont ministres, qui sont chargés de missions. Tout à fait. Et qui doivent pourtant contrôler une fois étant au Parlement. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Quand vous parlez de Martin Oyono, oui, c'est un député qui a marqué, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale au Cameroun. Mais parce qu'il était sûr que là où il se présente, là où il s'était présenté, je crois que c'est dans l'océan, il savait qu'il avait la population derrière lui et qu'il ne devait dans son élection de personne. Il n'était redevable à personne. Parce que je me rappelle très bien, cette loi était passée malgré les contestations vives de Martin Oyono. Au point où il s'est exprimé ouvertement dans les médias. Il a dit, de toute façon, cette loi a été votée, cette loi pour l'immunité, qu'il attend la décision du président de la République et qu'il va écrire au président de la République pour dénoncer cela. Et le président de la République, cette loi a été revisitée au Sénat et puis retournée, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Donc s'il n'avait pas été là, les ministres aujourd'hui auraient bénéficié de l'immunité parlementaire, de l'immunité de fonction, alors qu'ils ne sont pas les produits du suffrage universel. Parce qu'il faut qu'on rappelle bien une chose. Les députés et le président de la République bénéficient de l'immunité parce qu'ils sont élus par le peuple. Le peuple qui est souverain. Alors d'où vient-il que les députés du RDPC de l'époque, qu'ils ont voulu que même les ministres qui sont nommés aient cette immunité de fonction. Donc, et il y a Joseph Wiba, la crise anglophone, bien avant la crise anglophone, il a attiré l'attention. Il a dit ce qui va arriver là, si rien n'est fait, il y aura une déflagration terrible. Que revoyez, et il était pour le fédéralisme. Il disait que mais qu'est-ce que vous attendez pour mettre le fédéralisme, pour instaurer le fédéralisme, et que tel que ça va, si on devait se sous autiste et condescendant, il y aura des armes. Malheureusement, dans les deux régions. Et aujourd'hui, tout le monde lui donne raison. Le Covid-Gate, on a vu, n'est-ce pas, des parlementaires du RDPC dire qu'il n'y a pas de problème de Covid-Gate. Je dis quand le noir Nietzsche a fait des dénonciations par rapport au gros scandale. Et il a été confirmé par la suite, je vais dire ces révélations, ont été confirmées par la suite par le rapport de la Chambre des comptes, qui a pratiquement repris mot pour mot après enquête. C'est l'histoire de l'honorable Nietzsche qu'on est venu écouter. Mais je veux dire une chose. On peut se taire, hein, et puis on arrête l'émission aussi. Non, il n'a rien à dire. Mais attendez. Allez-y. Attendez. Allez-y. Non, je fais une petite digression. Finalement, attendez. Écoutez. J'ai parlé de l'honorable Nietzsche, de l'autre de l'honorable Martin Oyono, qui est qu'on est venu suivre, de l'honorable machin et tout le monde. Jean-François Yenga, c'est moi qui fais la police. Oui, je vous écoute, monsieur. C'est moi qui fais la police. Je vous suis très bien. Alors, vous avez terminé. Non, je suis un peu choqué par ce genre d'attitude. Lorsque nous venons sur un plateau aussi important ici, nous parler des affaires de notre République, je dis bien notre République. S'il vous plaît, monsieur Yenga. Quand nous venons ici, c'est pour parler des affaires importantes de notre République. De notre République, nous tous. Je n'ai pas je ne dis pas refusé, j'ai tout simplement dit si nous sommes venus suivre l'histoire. Jean-François, je ne pense pas que par le peuple, M. Jean Mitterrand, député de la nation. S'il vous plaît. Jean-François, vous permettez. Lorsque vous parlez, je vous écoute religieusement, monsieur. Est-ce qu'il m'écoutait, monsieur? J'ai parlé de trois. Allez-y, terminez, Jean-François. J'ai parlé de 3 députés. Donc, un qui est du RDPC. Et je l'ai félicité. Ça veut dire que j'ai une dimension républicaine dans ma réflexion. Et en passant, qui l'a envoyé ici? C'est pas possible, ça. Mais il faut quand même faire des choix. Il faut quand même que les responsables de la communication. Vous ne pouvez pas prendre le Il faudrait que je fasse cette mise au point, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas que ça dégénère. Jean-François Yenga, quand vous parlez,
Mais CAC, il rencontre, vous écoute religieusement. Tout ce que vous dites n'est pas forcément bon, mais il souffre de vous écouter jusqu'au bout. Donc, tout ce qu'on demande, c'est un retour d'ascenseur aussi simple que ça. Donc, vous permettez à Jean-Robert Wafo de terminer et après, je vous donne la parole. Maître Kakak, ces députés-là, ils ont la Constitution entre les mains. Dès la première session, le premier jour de la session, c'est-à-dire pour la nouvelle législature, on leur remet les documents, on leur remet la Constitution, on leur remet le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ils ont ça. Mais pourquoi quand on parle de toutes ces affaires-là, il y a ce qu'on appelle les commissions, c'est-à-dire les contrôleurs spécialisés. Les membres de la commission des finances sont des contrôleurs spécialisés. Ils peuvent aller dans chaque ministère, mener des investigations. Pourquoi ils ne le font pas? Mais je vais chuter en disant ceci. Ils ne le font pas. Les députés du RDPC ne le font pas. J'ai d'abord dit d'un, ils sont désignés. De deux, parce que dans leur tête, ils ont ce que pense M. Jean-François Eyenga, qui s'est permis de dire sur ce plateau, dès sa première prise de position, qu'ils ne font pas de distinguo entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. C'est tout dit. Ça veut dire que dès que l'exécutif décide, il n'y a pas de distinguo, les députés suivent, les sénateurs suivent, et puis tout le monde suit. Okay. C'est pas ça la conception de la République. D'après Montesquieu, la conception de la République, c'est la séparation des pouvoirs. Alors, Jean-Robert Wafo, pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Jean-Robert Wafo, on va lui donner la parole certainement pour corriger ce qu'il a dit, ou peut-être pour mieux expliquer ce qu'il entendait dire. Parce que justement, tel que le dit Jean-Robert Wafo, lorsqu'on parle d'une démocratie, l'un des principes fondamentaux, c'est la séparation stricte des pouvoirs et qui a été théorisé par Montesquieu dans l'esprit des lois. Tout à fait. Je crois que c'est M. Jean-Robert Wafo qui m'a mal suivi. J'ai bien dit qu'il existe un distinguo entre les trois pouvoirs et que nous devons le respecter lorsque nous venons. Non, vous avez dit qu'il n'a pas de distinguo. Non, voilà. Non, c'est pas ce que vous avez dit. Oui, bien sûr. J'ai suivi exactement que vous suivre comme ça. Donc c'était un lapsus. Ok. Bon, je ne sais pas mieux cerner votre question, mais je voudrais vous dire, M. Duval, lorsque nous venons sur ce plateau, je crois que tout le monde est libre de parler. Et tout le monde est libre d'apporter des amendements. Tout à fait. Et que nous méritons tous d'être accompagnés, parce que lorsque moi je parle, M. Wafo me coupe et il n'est pas repris. Et lorsqu'il parle, il donne l'histoire de son député. Moi, je ne suis pas à même de le couper. Donc moi, je souhaite que cela soit corrigé. Okay. Je voudrais dire, donc, pour ce qui est de l'émission, que les copanélistes ont très bien parlé, sauf que je ne peux pas être sur un plateau et que M. Kakak vient dire qu'il ne sait pas à quoi sert l'Assemblée nationale. Nous sommes dans un pays sérieux. Ce n'est pas parce qu'on nous donne la parole sur un plateau qu'on va avancer des énormités. Je suis Camerounais et je ne peux pas admettre qu'ils disent que de 1957 jusqu'à nos jours, l'Assemblée nationale n'a rien fait. Apportez-le dans la preuve du contraire. Maître Kakak, ce que vous appelez là, légiférer, ça englobe les articles que vous avez énumérés tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle légiférer. Et je crois que les lois ont toujours été envoyées à l'Assemblée nationale. Les lois ont toujours été faites à l'Assemblée nationale et votées à l'Assemblée nationale du Cameroun. Presque toutes les lois sont passées par l'Assemblée nationale. Et le député, ce n'est pas un militaire. Il ne va pas prendre les armes. Le député n'est pas un révolté ou bien disjoncté. Le député agit par la loi. Le député agit en bloquant certaines lois. Le député agit en votant certaines lois. C'est ce qui entre dans le thème légiférer. Donc, nous ne pouvons pas venir sur un plateau sérieux comme celui-ci. Et moi, ça m'a fait mal parce que c'est un aîné qui le dit. Ça m'a fait mal qu'un aîné dise que depuis 1957 jusqu'à nos jours, l'Assemblée nationale est essentiellement budgétivore et que l'Assemblée nationale n'a rien servi. Alors, Jean-François, je vais vous aider. Il a développé cet argument tout à l'heure, justement pour indiquer que ce qui est attendu de l'Assemblée nationale, on n'a pas vu l'Assemblée nationale sur des questions fortes. Peut-être pour répondre à la question, je vais vous aider avec deux petites questions. Première question sur la question, par exemple, des propositions de loi, parce qu'il a cité un article de la Constitution qui indique que l'initiative des lois revient concurremment au président de la République et aux parlementaires. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a indiqué, combien y a-t-il eu de propositions de loi au Cameroun depuis, n'allons pas jusqu'à 57,
depuis l'avènement du multipartisme. Et deuxième question. Vous avez arraché la parole. Il faut savoir. Qui allait le massacrer là tout à l'heure? Non, c'est là qui pose. Là, lui peut parler. Monsieur Wafo, lui peut parler maintenant. Non, parce qu'il a l'autonomie. Non, monsieur Wafo, vous avez l'autonomie de parler si ça en compte beaucoup. Mais moi, vous me coupez. Alors, Jean-François. Oui. En réalité, c'est moi qui l'ai coupé parce que c'est moi qui avais la parole. C'est lui qui m'a coupé. Ok, d'accord. Okay. Monsieur, vous calmez, d'accord? Voilà. Sinon, on coupe votre micro. Deuxième question, combien y a-t-il eu de commissions d'enquête parlementaire sur les questions de scandale au Cameroun? Peut-être qu'en répondant à ces questions, vous allez rabattre le caquet à Ce que je veux déjà vous dire, c'est que l'Assemblée nationale, les députés évoluent par commission. Il y a des commissions qui sont chargées des problèmes, des problèmes de loi, dans l'analyse des lois, les finances et tout ça. Il y a des commissions et des commissions. Ce n'est pas tous les députés qui vont se réunir pour parler des propositions de loi. Et lorsqu'ils le font, vous avez peut-être l'impression que les propositions de loi ne viennent pas de l'Assemblée nationale. C'est juste que lorsque la commission qui est chargée d'analyser ces lois termine, je crois que l'Assemblée nationale a quand même un président. Le président va s'asseoir, ils vont ensemble penser. Vous croyez quand même que lorsque nous avons des députés comme l'honorable Nietzsche et que ces bémols existent, il ne va pas s'asseoir pour dire ça à tous les Camerounais? Je crois que non. C'est que le travail de l'Assemblée nationale est organisé. Attends, je fais une précision. Le travail est très organisé. Je vais préciser avant de vous la parole pour qu'on se comprenne, pour qu'il n'y ait pas de mélange. Lorsqu'on parle de proposition de loi ou de projet de loi, on parle d'initiative. C'est-à-dire qu'un ministre de la République ou bien le gouvernement introduit un texte à l'Assemblée nationale pour qu'il soit analysé, qu'il soit adopté. C'est un projet de loi. Et maintenant, la proposition de loi, c'est lorsque les textes... Je vais vous poser la question. Et lorsqu'on parle de proposition de loi, c'est lorsque cela émane d'un parlementaire. Un député, par exemple, qui introduit une loi, comme on parle de loi telle en France, etc. Ça, c'est une initiative. Mais les commissions dont vous parlez sont les commissions qu'il y a au sein de l'Assemblée nationale. Il y en a 9. Et chaque commission a 20 députés. Ce sont ces commissions qui sont chargées d'examiner les lois qui entrent avant d'être adoptées en plénière. Donc, comme je ne suis pas à l'Assemblée nationale, je ne suis pas député, est-ce que vous avez suivi un député se plaindre qu'il a voulu faire une proposition de loi et qui n'est pas passé? Oui. Attendez. Et un projet de loi. Est-ce que vous savez donc pourquoi ça ne passe pas? Vous savez pourquoi ça ne peut pas passer? Pourquoi? Ça ne peut pas passer au cas où cette loi, vous voyez, on va analyser cette loi, on voit justement que cette loi peut inquiéter le bien-être des Camerounais. Vous voyez, ça ne peut pas passer. Ce n'est pas parce que vous êtes assis dans votre chambre, vous avez pensé une loi, vous venez proposer que ça va passer. Alors, je prends deux exemples de loi. Je prends deux exemples de loi. Une loi introduite, une proposition de loi préparée par l'honorable aussi, et qui dépoussière le code du travail, et une autre loi, je crois, de l'honorable Nietzsche sur la nationalisation des directeurs des entreprises camerounaises. Est-ce que ce sont des lois qui sont mauvaises? Non, c'est pour ça que je vous ai dit que ça dépend. Nous ne sommes pas juges. Ok. Celui à qui vous avez demandé de juger du bien-être des Camerounais, non, que vous avez demandé de juger du bien-être des Camerounais est là. C'est le chef de l'État. Et celui qui bloque cette loi au Parlement, ce n'est pas le député, hein, parce que la loi n'arrive même pas en commission, pour ne pas dire en plénière. Comment vous le savez? Oui, je le sais. Non, comment vous le savez? Comment vous le savez? Les propositions de loi n'ont jamais été. Les propositions de loi émanant des députés de l'opposition n'ont jamais traversé le seuil de la conférence. Le seuil de la conférence des présidents. Parce qu'il faut d'abord que la conférence des présidents. Arrête l'ordre du jour. Avant que cela arrive au Parlement en commission. C'est la commission. C'est la procédure législative. C'est ce que j'expliquais lorsque je disais que le travail à l'Assemblée nationale est organisé. Bien sûr, et ce qu'il en est décrit là, c'est la procédure législative. Vous voyez quand même que les députés ont quand même proposé. Mais lorsque cette proposition, cette loi n'est pas bonne pour le quotidien des Camerounais, elle ne peut pas passer. Je dis ça n'a pas traversé le seuil de la conférence des présidents. Commission, monsieur Jean-Robert Wafo, Jean-Robert, conseiller d'où. Vous savez quand même que lorsque nous partons nous réunir en conseil, nous nous réunissons en commission. Ok, très bien. Si en commission, dans notre commission, nous ne validons pas
quelque chose, ça ne peut pas arriver chez le maire ou bien chez le préfet. Okay, vous le savez très bien. Ça vient en ligne. Non, ça vient en plénière. C'est pas malhonnête. C'est bon. Vous allez à la mairie comme moi, vous savez comment ça se passe. Pour l'instant, on ne parle pas de la mairie, s'il vous plaît. On parle de l'Assemblée nationale et on parle de... Non, c'est pas la même chose. Et on parle de la procédure législative. Partout là, on fait les lois. Maître Pac, sur cette question-là, tout à l'heure, vous avez interpellé les députés sur la nécessité qu'il y a pour eux, au cours de cette session, de prendre à bras le corps ces questions qui préoccupent la nation camerounaise. C'est vrai que vous avez dit qu'il faut espérer. Quel est le taux d'espoir, selon vous? Duval, avant de 15%, avant 60, de répondre à votre question, 90. Permettez-moi de rebondir sur ce que disait tout à l'heure le représentant du RDPC, qui étale à la face du monde sa non-maîtrise de beaucoup de choses. Et c'est très embarrassant de débattre avec ce genre de personnes. Ouais, RDPC en général. Parce que j'avoue, ce qu'il ne sait pas, déjà, premièrement, c'est que lorsque nous venons sur un plateau comme celui-ci, nous avons l'impérative obligation de nous mettre dans une posture pédagogique, parce qu'en réalité, nous éclairons l'opinion. Malheureusement, vous ne pouvez pas éclairer l'opinion si déjà vous-même vous n'êtes pas éclairé. Pas la question. Vous comprenez? Je n'ai jamais dit sur ce plateau que l'Assemblée nationale n'a pas fait le travail législatif. C'est pas ce que j'ai dit. Tout à l'heure, dans mon prorogement d'intervention, j'ai eu à dire que la mission du Parlement au regard de notre Constitution est double. Premièrement, légiférer, ça veut dire voter les lois. Et deuxième chose, oui ou non. Oui. Parce que quand on dit légiférer, c'est-à-dire que des gens pensent que c'est voter pour ça. Voter la loi. Oui, voter. Et naturellement, la mission qui pour nous est fondamentale, c'est le concours de l'action gouvernementale. Parce que c'est ce concours de l'action gouvernementale qui va permettre aux députés d'apporter des solutions aux multiples questions qui minent notre vie en société. Par exemple, la vie chère qui préoccupe. Et maintenant, ce que j'ai également dit, je pèse mes mots, je le mets au défi de me rapporter la preuve contraire, que depuis 1957, moi je suis très attaché à l'histoire de mon pays. Je ne me souviens pas qu'il y a une seule proposition de loi qui a prospéré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les textes de loi que nous avons, c'est les émanations, c'est la résultante des projets de loi. Ça veut dire que c'est des textes initiés par l'exécutif, que les députés votent. Les députés n'ont jamais initié une loi qui a prospéré. C'est ce que je dis. Or, ce n'est pas ce travail-là qu'on attend de nos députés. Nous attendons des députés qui prennent leurs responsabilités et qui, j'allais dire, qui prennent la mesure des pouvoirs que la Constitution leur a conférés. C'est ça que je dis. Et maintenant, je vais dire autre chose. Vous avez posé une question, c'est à Jean Robert tout à l'heure, une question qui m'a semblé d'une pertinence légendaire. Lorsque vous lui avez demandé qu'est-ce qui bloque le travail, pourquoi les députés ne peuvent pas faire leur travail normalement, c'est parce que effectivement, ils se sont laissés embrigader par ce qu'on appelle la discipline des partis politiques. Alors qu'il y a même une disposition fondamentale dans notre Constitution, c'est l'article 15, alinéa 3, que tout mandat législatif tout mandat est nul. Tout mandat impératif est nul. Cela veut dire quoi en d'autres termes? Cela veut dire que lorsqu'un député est élu, il n'est plus député, il n'est pas l'élu de son parti, il est l'élu de l'ensemble de la nation. Donc, et le fait de se mettre à porte-à-faux avec son parti ne lui enlève pas son mandat électif. Et on l'a vu en 2008 avec Paul Aya Abiné, qui était député RDPC, je crois, d'Indian, qui a démissionné du parti, mais qui est resté député. Tout à fait. Parce que justement, tout mandat impératif est nul. Mais le problème... Donc aujourd'hui, un député ne doit pas avoir peur de faire son travail parce qu'il sera sanctionné par son parti. Maître Kakak, le problème c'est quoi? Quand ils arrivent, ils quittent le prochain mandat.
déjà. Sans avoir terminé le mandat en cours. Ils pensent déjà au prochain mandat. Ils savent que s'ils essaient donc de déranger, n'est-ce pas, au niveau du Parlement, donc ils ne reviendront pas. Et de deux, ils savent que ça c'est compliqué. Et de deux, ils savent que s'ils entrent un peu, c'est-à-dire que s'ils ont un sursaut, si c'est moi ils n'auront plus de marché public au niveau des ministères. Très bien. Je fais une précision à Jean-François. Jean-François, celui qui avait la parole, c'est Maître Cac. Et Jean-Aubert Wafo a demandé une minute à Jean. Pour l'enchérir, et il a accepté. C'est vrai que la parenthèse a été très longue. Très bien. Comme il veut. Non, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que je continue à penser que tout le monde voit ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Ok. Malheureusement, maître, on est tenu par l'impératif du temps. On va retrouver la page publicitaire. Et juste derrière, ce sera le journal de 20h présenté par Julien Berthe-Bissaye. Mais rassurez-vous, après le journal, nous reviendrons sur ce plateau pour la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief avec nos invités.